C'est l'image du jour, ce mémorial improvisé, ce parterre de fleurs et de bougies allumées pour commémorer les 14 morts et la centaine de blessés de cette double attaque terroriste qui a frappé la Catalogne hier. L'heure est au deuil, l'heure est à l'hommage et à la communion silencieuse. Les yeux du monde entier sont tournés vers l'Espagne ce soir, sur les Ramblas à Barcelone. Bonsoir à tous. On va bien entendu revenir en détail au cours de cette édition sur ce jeudi soir qui s'est transformé en cauchemar et aussi sur l'évolution de l'enquête qui progresse activement. Mais d'abord, la très vive émotion ce matin à Barcelone sur la plus célèbre avenue de la ville. Julie Beckrich et Soigny Thiebaud. Nothing por, nous n'avons pas peur. Le cri d'un peuple repris en chœur en catalan. On est venu parce que rester à la maison, ce serait dire qu'on a peur. Il faut sortir dans la rue. Il faut démontrer que personne ne peut nous arrêter, que contre le terrorisme, nous allons nous battre. Toute la journée sur les Ramblas, les habitants de Barcelone et les touristes sont venus déposer un mot, des fleurs, une bougie. Témoignage de leur tristesse. Souvent, ils se sont réconfortés, comme pour se donner du courage. Je ressens beaucoup d'impuissance, de la douleur, une grande peine. Vous avez peur? Non. Non, absolument pas. On garde la tête bien haute. On ne peut rien faire de plus. Moi, je vais continuer à profiter de la vie tous les jours, à me promener, sans peur, à rencontrer des gens, dans cette magnifique ville où tous les jours, tu découvres quelque chose de nouveau, des gens nouveaux, des endroits nouveaux. Et ça, ils ne nous l'enlèveront pas. Midi, une foule compacte se réunit sur la place de Catalogne. Les mines graves se figent dans le silence. Le Premier ministre Mariano Rajoy et le roi d'Espagne se recueillent côte à côte, symbole de l'unité du pays. Puis de longs applaudissements. Progressivement, les Ramblas ont repris le rythme et l'allure vivante qui les caractérise. Ce buraliste a rouvert son kiosque, le cœur serré. Tout est là. 48 ans passés ici, tellement d'heures de ma vie. Et d'un seul coup, tout est parti. Pour ces jeunes Français à Barcelone pour quelques jours, les vacances aussi reprennent. Avec un peu de fatalisme. Ah ouais, j'ai trop envie d'y aller, franchement. On fait ça la prochaine. On sait qu'on est à l'abri nulle part. Voilà, c'est comme ça. On se balade, on visite, on est en vacances. On changera pas nos habitudes, de toute façon, on n'a pas le choix. Qu'on soit ici ou ailleurs, il y aura des risques. Barcelone ce soir est meurtrie, mais plus que jamais debout. Et l'heure est encore à l'émotion à Barcelone, à proximité du mémorial sur les Ramblas, où il y a encore beaucoup de monde réuni ce soir. On retrouve notre envoyée spéciale Véronique Gaguillonne. Oui, imaginez hier soir tout ce quartier désert, bouclé par les forces de l'ordre, pas une voiture, on n'avait jamais vu ça à Barcelone. Et aujourd'hui, la vie autour de nous a repris son bourdonnement avec des touristes en short. Alors ça peut paraître indécent de voir ces touristes déambuler sur les lieux du drame, mais en même temps, en leur parlant, on comprend qu'il y a une vraie gravité aujourd'hui. Il y a tout un tas de lieux de mémoire comme celui qu'on voit à côté de nous, où les gens de toute nationalité, de tous âges viennent se recueillir. Et là, sur ce lieu-là, nous avons vu des gens se prendre dans les bras, pleurer ensemble, se parler alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et là, réellement, après la minute de silence de midi sur la place de Catalogne, c'était un vrai moment fort d'émotion. Arrêtons-nous un instant sur les événements qui ont rythmé ce jeudi de l'horreur en Catalogne. 2 attaques, la première à Barcelone vers 17h. Une fourgonnette fonce sur la foule déambulant sur les Ramblas. Quelques heures plus tard, à une centaine de kilomètres, c'est la station balnéaire de Cambrils qui est frappée. Mathieu Boisseau, Dorothée Oliéric et Loïc Blache. 1h du matin dans ce bar de Cambrils. Soudain, des tirs nourris. C'est une fusillade, juste au bout de cette rue. Un autre vidéaste amateur est encore plus près. Devant lui, les corps de 4 des 5 terroristes. Ils viennent d'être abattus par la police. À cet instant, personne n'ose s'approcher d'eux.
Regarde, dit-il, ils ont des explosifs. Et là, il y en a un autre. Ils ont des explosifs. À 120 km de Barcelone, Cambrils, station balnéaire touristique, vient d'être la cible d'un commando. À bord de cette voiture, 5 terroristes ont foncé sur la foule pendant plusieurs minutes. Puis, à hauteur de ce rond-point, ils ont heurté volontairement un véhicule de police qui faisait barrage et se sont renversés sur le toit. Les terroristes ont alors poignardé des passants avant d'être abattus, 4 par une policière, le 5e un peu plus loin. On le voit ici, déterminé face aux forces de l'ordre. Il refuse de se rendre et tente de traverser la route. Les policiers tirent et le tuent. Tout s'est passé au bord de la plage, ici, juste devant les bars et les restaurants. Le patron de cet établissement a tout vu. La terrasse était pleine. La voiture a accéléré, elle est rentrée dans celle de la police. La fusillade a commencé, les gens se sont mis au sol, d'autres sont partis en courant. Ceux qui étaient près de l'arrêt de bus se sont réfugiés ici, dans notre restaurant. Une voiture pour percuter la foule, le scénario était identique, 8 heures plus tôt, à Barcelone. 17h, avenue des Ramblas, la plus connue de la ville. Un dessinateur fait le croquis de cette Française quand tout à coup... Cours. La panique. Jusque dans les ruelles. Habitants, vacanciers se réfugient dans les magasins ou les bouches de métro. C'est déjà un quartier touristique qui est frappé, le plus fréquenté, près de la place de Catalogne. Une fourgonnette s'est engouffrée dans les Ramblas et subitement, elle est montée sur le terre-plein central, une zone piétonne, noire de monde à cette heure. Son conducteur a fait des embardées pour percuter un maximum de personnes pendant plus de 500 mètres. Sur son passage, des dizaines de passants ont été renversés, parfois mortellement blessés. D'autres ont échappé de justesse à cette collision très violente. La fourgonnette est passée juste à côté de moi, très vite. Tout s'est passé à une vitesse inouïe. Les gens étaient projetés en l'air, d'autres sautaient. 4 heures après l'attaque, le groupe État islamique revendique l'attentat de Barcelone. Le Premier ministre espagnol dénonce un acte barbare. C'est une bataille mondiale, pas seulement pour nous, mais pour tous les pays qui défendent la démocratie, les libertés et les droits de l'homme. Barcelone, Cambrils, en une demi-journée, la Catalogne et ses touristes ont été frappés 2 fois dans 2 lieux de fête, ce soir plongés dans la tristesse. Et face à ces actes terroristes, la peur, la stupéfaction, mais aussi un gigantesque élan de solidarité tel que nous l'avons connu à Paris ou à Nice. Hier à Barcelone, des chauffeurs de taxi ont évacué gratuitement des personnes du centre-ville. De simples citoyens ont ouvert les portes de leur maison. Certains sont même allés spontanément donner leur sang. Laetitia Legendre-Trousset et Soigny Thiebaud. Aujourd'hui, Sonia Maillet revient chez le Glacier où elle s'est réfugiée hier soir avec émotion et un sentiment de reconnaissance. On est rentré, puis on est allé tout au fond. Ils nous ont emmenés dans les toilettes, dans les réserves. Tout a été fermé, les portes, les volets roulants, et on a attendu pendant à peu près 1 heure. Vous trouvez que les gens du magasin ont bien réagi? Ils ont très très bien réagi, ils ont été formidables. La solidarité comme une évidence pour les commerçants des Ramblas. Juste après l'attentat, spontanément, ils ont ouvert leurs portes aux personnes paniquées. Ce vendeur de kebab est resté enfermé 5 heures avec des passants. On a donné de l'eau, des serviettes aux passants, mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu qu'on aide beaucoup plus. Ce restaurant, lui aussi, a servi d'abri. On a donné aux personnes l'accès au Wi-Fi, au téléphone, on leur a procuré à boire et à manger, et on a attendu la police. Sur les réseaux sociaux, des propositions d'hébergement se sont succédées toute la soirée, à Barcelone ou Cambrils. Celui-ci propose une chambre pour la nuit. D'autres offrent une douche à proximité de l'hôpital. La nuit dernière, certains chauffeurs de taxi ont transporté gratuitement
les passants désorientés. Beaucoup de mes collègues ont travaillé gratuitement. Ils essayent d'aider à évacuer les gens qui étaient bloqués. Peu de temps après l'attaque, de nombreux Barcelonais se sont rendus dans les hôpitaux pour donner leur sang. 30% de volontaires supplémentaires, rien que dans ce service. Des Espagnols, mais aussi des touristes et des expatriés, comme cet ingénieur français. Ça peut être un genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas en tant que Français ou en tant qu'Espagnol, c'est en tant que personne, quoi. On se met à la place des personnes touchées et je me dis que donner de son temps et de son sang, c'est le minimum que l'on puisse faire. Regardez, j'en ai la chair de poule. Dès que les gens ont eu l'info, en moins d'une heure, il y avait déjà du monde. C'est bien qu'ils aient pris conscience de ce qui se passe. De simples mais précieuses attentions pour aider au mieux les victimes et leurs proches. Et parmi la foule de touristes présents hier sur les lieux de l'attaque à Barcelone, de nombreux Français. Nous ferons dans un instant le point avec Anne-Claire Poignard sur le nombre de blessés. Mais avant ça, nous avons recueilli le témoignage de nos concitoyens. Ils ont vécu l'horreur. Je vous propose de les écouter. Benoît Gadré, Isabelle de Lyon et David Bress. Au lendemain de l'attentat, ils ont voulu se mettre à distance, à la plage de Barcelone, loin du lieu de l'attentat. On voit des gens qui n'ont pas forcément assisté aux scènes. Mais c'est vrai qu'on ne va pas oublier ça tout de suite. Quelque chose comme ça rend fou. Difficile d'oublier ces scènes d'horreur dont ils ont été les témoins. Je l'ai vu faucher des gens et je l'ai vu ensuite s'arrêter. Vraiment, le camion était complètement mort à l'avant et les gens étaient entassés. Ils étaient entassés, ils bougeaient plus. Enfin, j'ai eu qu'une fraction de seconde en fait. Ça allait tellement vite que on aurait pu se faire percuter. J'ai juste vu comme Dorian la camionnette avec des gens, quelqu'un sous les roues et tout, mais le premier réflexe c'est la survie. On s'est dit que peut-être il pouvait sortir de la camionnette. Voilà, on s'est dit que peut-être il pouvait sortir de la camionnette, il pouvait y avoir quelqu'un avec une arme à feu, etc. déclenchée. Éric Gruson était lui aussi sur les Ramblas, en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma femme a attrapé mes deux filles, est rentrée dans un immeuble. Moi j'ai attrapé mon fils, on est rentré dans un immeuble, dans une cage d'ascenseur, mais c'est surtout les coups de feu qui nous ont fait peur. Aujourd'hui, sa famille ne veut plus sortir de l'hôtel. Puis ce matin, le choc était visiblement un peu passé, et en fait non, parce que je vous dis, il y a le moindre camion de pompiers, une tension palpable. En dépit du traumatisme, Éric Gruson a décidé pour l'instant de rester à Barcelone. Et avec nous, Anne-Claire Poignard, bonsoir. On vient de le voir, il y avait de nombreux Français à Barcelone hier. Que savons-nous ce soir du bilan pour nos concitoyens ? Eh bien, le Quai d'Orsay fait état ce soir de 28 blessés français. 8 se trouvent actuellement dans un état grave. Parmi eux, il y a 4 enfants. L'une de nos équipes a pu rencontrer le chef du service pédiatrie de l'hôpital de Vall-d'Hebron, l'un des hôpitaux de Barcelone qui traite en ce moment même les cas les plus sérieux. Je vous propose de l'écouter. Nous avons deux petits enfants qui sont greffes, mais c'était des fractures de fémur. Alors, je pense qu'il sera quelques temps, mais ils vont aller bien, sûr. Et le quatrième, qui c'est français, de 6 ans d'âge, qui est dans ce moment dans un point critique. J'espère que ça ira bien, mais c'est pas tellement. À ce moment, c'est à 50%. Et Anne-Claire, qu'en est-il du bilan provisoire pour ces 2 attaques ? On parle de 14 morts, de plus d'une centaine de blessés. Avez-vous d'autres informations ? Oui, 13 morts à Barcelone, 1 mort à Cambrils. Les autorités espagnoles ont donné ce dernier bilan ce soir. 65 personnes sont toujours hospitalisées. C'est ce soir évidemment toute l'Espagne qui est endeuillée, mais pas seulement. Il y avait hier sur les Ramblas de Barcelone des Canadiens, des Chinois, des Turcs, des Australiens, des Français, des Allemands. 34 nationalités au total figurent parmi les personnes touchées.
Je vous remercie Anne-Claire pour ces explications. On en vient à l'enquête. En 24 heures, de nouveaux éléments de taille. La police a identifié 4 des individus abattus. Il s'agit d'hommes de nationalité marocaine installés en Espagne. D'autres complices sont toujours activement recherchés. Et ce soir, une question se pose. Quelle est l'ampleur du réseau terroriste qui a frappé l'Espagne? Élément de réponse avec Diane Schlinger. Ils font partie du commando qui a frappé hier soir. Ils ont été tués à Cambrils. 4 visages, 4 jeunes hommes résidant en Espagne et de nationalité marocaine. Ils ont été identifiés cet après-midi. Le résultat d'une enquête minutieuse après les 2 attaques de Barcelone et Cambrils, hier, en seulement quelques heures. Combien d'arrestations? Première interpellation hier soir à Ripoll de Drissou Kabir, un Marocain de 28 ans connu des services de police pour délinquance. Il est un temps suspecté d'être l'auteur de l'attentat. Les médias espagnols diffusent sa photo partout. Son appartement est perquisitionné, mais l'homme affirme que ses papiers ont été volés par son petit frère Moussa Kabir, désormais soupçonné d'être le conducteur du camion. Sur ces images, 2 proches des frères sont aussi arrêtés dans cette ville, sous les huées des habitants. Quelques heures après Barcelone, un commando frappe à Cambrils. Les 5 hommes à bord du véhicule sont tués par la police. Un autre suspect est arrêté à Alcanar, à 200 km de Barcelone. 9 suspects pour un double attentat. Alors s'agit-il d'un seul et même réseau? Oui, pour les enquêteurs, ces 2 attaques sont liées et sont le fait d'un même cellule djihadiste. Un réseau organisé. Selon les autorités, il préparait l'attaque depuis plusieurs semaines. Le lien a été établi grâce aux locations de voitures. Les véhicules utilisés à Barcelone et celui abandonné dans la ville de Cambrils sont des véhicules de location qui ont été aperçus dans les dernières semaines à Alcanar, où un groupe de personnes suspectes se réunissait. Alcanar, là où mercredi, une explosion a soufflé cette maison et fait un mort. Une vingtaine de bouteilles de gaz avaient été retrouvées. Alors, que préparaient les terroristes? Pour les enquêteurs, pas de doute, la maison d'Alcanar était la base arrière du réseau. Et les terroristes y préparaient des bombes. L'explosion a déjoué leur plan. Cette explosion a permis d'éviter qu'ils utilisent tout le matériel dont ils disposaient pour commettre les attentats. Alors, désespérés, ils ont agi rapidement. D'abord à Barcelone, puis à Cambrils. Mais d'une manière beaucoup plus rudimentaire. Leurs attaques n'ont pas atteint l'ampleur espérée. À Alcanar, dans leur quartier, les voisins sont sous le choc. J'étais dans une zone où il y avait une maison de terroristes. Ça fait peur. En plus, ils faisaient des bombes. Moi, j'ai vu une fourgonnette avec un gars, une barbe. Une fois, un Marocain. Voilà, c'est tout. Ce soir, la traque continue en Espagne. Le ministère de l'Intérieur français a annoncé que les contrôles sont renforcés à la frontière entre les 2 pays. Et pour aller plus loin sur ce réseau terroriste, on retrouve Dorothée Oliéric en direct d'Alcanar. Bonsoir Dorothée. Pour les enquêteurs, cette maison est à présent considérée comme le repère des terroristes. Écoutez, pour la police catalane, j'ai envie de vous dire que ça ne fait aucun doute. Cette maison qui se situe à 200 mètres à peu près derrière moi, vous voyez sans doute les policiers qui sont encore en faction devant, eh bien, était la cellule logistique de ces terroristes présumés. Et donc, il y a des fouilles qui ont eu lieu toute la journée. Il y a eu un balai incessant de policiers, d'ambulances, comme ceux qui viennent de passer à l'instant. Et lors de ces fouilles, ils ont trouvé des restes biologiques d'un homme. Ça pourrait être un 2e terroriste qui aura été tué. Et ils sont en cours d'analyse pour l'instant. Il y a eu également une explosion importante. On a pensé que c'était une bonbonne de gaz, mais semble-t-il, les enquêteurs ont trouvé du matériel explosif. Donc ça confirme effectivement tous ces indices. Alors qu'est-ce qu'on sait en revanche de ces habitants? On a pu parler à pas mal de voisins et on sait qu'ils étaient 4 hommes. Ils se sont installés ici il y a à peu près 1 an et ils parlaient français puisqu'une voisine française qui vit juste à côté les a salués un jour en espagnol et ils ont répondu en français. En revanche, tous les voisins disent qu'ils étaient polis, plutôt discrets, ne souhaitaient vraiment pas engager la conversation. Et ici, les gens pensaient qu'il s'agissait d'un laboratoire en fait de drogue. Mais donc, finalement, il se confirme qu'ils étaient en train de fomenter cet attentat. Je vous remercie, Dorothée, en direct. Avec nous, Jean-Pierre Filiu, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'islam contemporain et nous faisons appel à votre décryptage sur ce dossier. Selon les éléments qu'on vient de voir,
le mode opératoire répété. Est-ce que pour vous, cela ne fait pas de doute, il s'agit véritablement d'un réseau terroriste? D'un réseau terroriste, de cellules dormantes implantées à l'évidence de longue date par Daesh et qui ont reçu l'ordre de passer à l'action de façon sans doute plus ambitieuse que le drame qui s'est produit hier. Mais il ne fait pas de doute que les donneurs d'ordre étaient, une fois encore, comme pour la France, au Moyen-Orient. Est-ce à dire que l'Espagne, vous venez d'évoquer ces cellules dormantes, est un territoire, un réseau, un terreau terroriste, implanté et identifié comme tel depuis longtemps? Depuis longtemps, on sait que le tueur de l'hypercacher, Mehdi Koulibaly, s'était rendu avant l'horreur de janvier 2015 à Madrid pour mettre son ami, dans un avion à destination du territoire de Daesh. Idem pour le tueur du Thalys, qui avait passé beaucoup de temps en Espagne. Mais visiblement, Daesh a considéré que l'Espagne comme base arrière, comme soutien logistique, n'était plus suffisante et qu'il fallait passer à l'action. Et Barcelone a été choisi comme symbole international, mais aussi parce qu'à Barcelone, il y a une politique particulièrement généreuse à l'égard des réfugiés. Et c'est comme en Allemagne, on a voulu frapper les Européens les plus hospitaliers, les plus ouverts aux vagues d'arrivée du Moyen-Orient. Justement, merci à vous Jean-Pierre Filiu. Restez avec nous, justement, on va s'intéresser à la ville de Barcelone, cette capitale touristique. En plein été, il y a en effet beaucoup de touristes. Au-delà de la ville, c'est un symbole du monde occidental qu'ils ont voulu frapper. Vous voyez ces explications d'Anaïs Barre et de Soigny Thiebaud. S'attaquer à Barcelone, c'est toucher l'Europe entière et le monde en une seule frappe. La ville accueille près de 8 millions de touristes chaque année. Français, Britanniques, Américains, Australiens, Taïwanais. Hier, pas moins de 35 nationalités ont été touchées. Ils essaient d'attaquer de grandes zones pour obtenir autant de reconnaissance que possible pour leur attaque. C'est super dérangeant et c'est super triste et ça ne devrait pas arriver. On est désolé pour cette ville, pour les habitants, et on est désolé pour l'humanité parce que c'est un désastre pour tout le monde. Une ville cosmopolite et un lieu d'attaque très symbolique, les Ramblas. Aussi célèbre que les Champs-Élysées ou la promenade des Anglais. Dans ces rues, déambulent touristes, étudiants espagnols et étrangers. Un lieu de fête qui n'a pas été choisi par hasard. Comme nous l'explique ce spécialiste de la sécurité extérieure. On attaque un lieu de plaisir, des terrasses de café, des restaurants, des magasins, des cinémas, des salles de spectacle, des jardins. Et on attaque aussi la jeunesse. Et cette idée multiple d'attaquer des jeunes multiculturels mélangés qui s'amusent entre eux, entre sexes, hommes et femmes, est quelque chose qui, à nouveau, résonne pour les islamistes. Pour les Barcelonais et tous les Catalans, c'est leur mode de vie et leurs valeurs qui ont été attaqués et qu'il faut aujourd'hui défendre. Barcelone sera toujours et est à ce jour une ville de paix, une ville de dialogue, de démocratie, de courage et ouverte au monde. Aujourd'hui, les Ramblas se sont à nouveau remplis, signe que la ville et ses habitants ne se sont pas laissés gagner par la peur. Et hélas, l'Espagne n'en est pas à sa première attaque terroriste. Souvenez-vous, Madrid en 2004, 191 morts. Cela fait à présent 13 ans que le pays vit avec cette menace et ses services de police sont sur le qui-vive. Joséphine de Vambé. 40 opérations antiterroristes depuis 2013, 700 personnes arrêtées. L'Espagne se savait menacée. Hier encore, le pays était en alerte antiterroriste, niveau 4 sur 5. Dans la région de Barcelone, les enquêtes policières démontrent que l'État islamique avait installé plusieurs de ses bases arrières, des filières de recrutement, d'approvisionnement en armes, mais aussi plusieurs cellules dormantes, prêtes à passer à l'action. Depuis maintenant de nombreuses années, c'est véritablement un terreau du djihadisme. Il y a véritablement des cellules opérationnelles. J'en veux pour preuve, en avril 2015, un attentat qui visait précisément les mêmes lieux touristiques à Barcelone, qui devaient être perpétrés par des individus liés à l'État islamique. 10 personnes avaient été arrêtées. Un réseau organisé qui visait aussi des lieux de pouvoir, comme le Parlement régional ou le commissariat central de Barcelone. Des attentats comme celui-ci, les autorités en ont déjoué 3 depuis 2015. L'Espagne, qui a connu il y a 13 ans l'attentat le plus meurtrier dans une capitale européenne. C'était à Madrid, le 11 mars 2004.
10 bombes explosées dans ces trains de banlieue, faisant 191 victimes et plus de 1900 blessés. L'attaque était signée Al-Qaïda. Elle marque un tournant dans l'organisation policière. Jusqu'alors, les autorités étaient mobilisées contre les groupes séparatistes comme l'ETA, le groupe armé basque. Dès lors, elles doivent apprendre à pénétrer les réseaux djihadistes et à travailler étroitement avec les services de renseignement, et notamment avec le Maroc. On continue avec vous, Jean-Pierre Filiu, spécialiste de l'islam contemporain. Est-ce que la position difficile de Daesh dans le monde, je pense notamment aux batailles où les intégristes font retrait, justifie, explique d'une certaine façon l'intensification des attaques en Europe ? Je crois que fondamentalement, Daesh conserve l'initiative et c'est ça qui est terrible. On en est quand même à 3 années d'une coalition mobilisée contre lui, qui très laborieusement a libéré des territoires, 3 ans pour Mossoul, alors que la ville était tombée en 5 jours. Et Daesh garde cette initiative en lançant ce type d'attentats en Espagne ou ailleurs. Et on voit bien que l'Espagne ne participe pas activement à la coalition. Ce n'est donc pas en riposte au bombardement que Daesh réagit par des attentats, c'est parce que Daesh a son propre agenda, ses propres priorités, et on se rend compte qu'on n'est pas arrivé à perturber justement cette planification terroriste. Quelle serait la stratégie de rapprocher les attaques pour faire semer cette terreur comme ça constamment? On voit que les attaques se rapprochent. On voit, et ça c'est très inquiétant, qu'on a eu un passage à vide, si j'ose dire, au début de cette année, où les attaques en Grande-Bretagne, en Norvège, ailleurs, étaient relativement limitées par des amateurs qui avaient visiblement un lien opérationnel faible avec Daesh. Or là, l'enquête nous en dira plus, mais on est face à une cellule structurée qui aurait pu frapper aux explosifs. Fort heureusement, elle s'est rabattue, si j'ose dire, sur un moyen plus rudimentaire. Je crains qu'il y ait des cellules dormantes dans d'autres pays d'Europe. Il faut arriver à penser européen face à une menace à l'échelle de l'Europe et non plus chaque pays voyant cette menace à titre national. Alors justement, comment l'Europe peut-elle renforcer sa lutte contre cette menace terroriste? L'échange d'informations a déjà lieu d'une certaine mesure. Quelle serait l'étape d'après? On voit bien que l'échange d'informations ou la coopération se fait de manière bilatérale. Il est tout à fait bon entre la France et l'Espagne, entre l'Espagne et le Maroc, mais les terroristes, eux, raisonnent en européen. On a évidemment besoin d'un parquet européen antiterroriste pour traiter toutes ces affaires qui auront des ramifications d'une frontière à l'autre. Et il ne faut jamais oublier que le meurtrier du marché de Noël à Berlin en décembre dernier avait pu traverser une partie de l'Europe pour finir abattu en Italie et que je ne crois pas qu'on ait tiré toutes les conséquences de cette équipée sauvage. Je vous remercie Jean-Pierre Filiu pour vos explications et pour votre éclairage sur ces attentats. Et à travers le monde, les réactions ont afflué. Après ces 2 attentats, les chefs d'État et de gouvernement ont condamné de manière unanime ces violences et ont également tenu à exprimer leur soutien au peuple espagnol ainsi qu'à toutes les familles de victimes. Hélène Hugues. Le recueillement au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi à la Commission européenne et devant les ambassades d'Espagne du monde entier. Le World Trade Center à New York paraît des couleurs espagnoles, la Tour Eiffel en deuil. L'émotion est planétaire. C'est un peu triste. Même si on est habitué à ça, on peut pas gâcher la vie des enfants comme ça. C'est choquant, ça devrait plus avoir lieu. Voilà, c'est de nouveau des victimes innocentes qui sont en fait condamnées à mort. Emmanuel Macron exprime sa solidarité en espagnol, puis sa compassion pour les victimes françaises dans un autre tweet. La France paie un lourd tribut dans cette terrible attaque de Barcelone. Plein soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. En déplacement dans le Gers ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe affiche sa fermeté face au terrorisme. C'est donc un combat collectif que nous allons devoir mener pendant longtemps, nous le savons. Partout, la même indignation d'Angela Merkel, la chancelière allemande, à Donald Trump, qui écrit
Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste à Barcelone et feront tout ce qui est nécessaire pour aider. Soyez courageux et forts, nous vous aimons. À Londres, théâtre récent de plusieurs attentats, Theresa May appelle à la solidarité internationale. Le terrorisme est la grande menace à laquelle nous devons tous faire face, mais ensemble, nous le vaincrons. Une émotion qui touche aussi le monde du football. Neymar, qui jouait au Barça il y a encore quelques jours, a posté ce message: que Dieu réconforte toutes les familles. Je t'aime, Barcelone. Et avant Barcelone, Londres ou encore Nice ont été frappés par des attentats meurtriers. Quels ont été sur place les dispositifs créés pour se protéger? Élément de réponse avec Mickaël Guilleux, Sophie Chevalreau et notre bureau à Nice. La promenade des Anglais le 14 juillet 2016 à Nice. Le pont de Westminster à Londres il y a 5 mois. Des zones touristiques comme la Rambla à Barcelone et à chaque fois le même mode opératoire, la voiture bélier. Comment ces villes ont-elles fait pour se protéger? L'attentat d'hier à Barcelone a-t-il eu ici une résonance particulière? Bien sûr qu'on est touché parce qu'on l'a eu ici et aussi à Nice, donc forcément, même si ça arrive ailleurs, c'est la même chose, bien sûr. Ouais. À Nice, des centaines de bornes en béton armé sont sorties de terre. La promenade des Anglais est désormais scindée en plusieurs morceaux. La zone piétonne séparée de la route par plusieurs kilomètres de câbles en fer. L'idée était de mettre ces filins que vous voyez ici, ces filins tendus qui résistent à une intrusion de 19 tonnes. Vous savez, ce sont ces filins que l'on accroche pour les chutes de rochers. Coût total 30 millions d'euros et 6 mois de travaux. Le bord de mer a désormais des aires de camp retranchées. Une protection très visible, mais les Niçois le savent, le risque zéro n'existe pas. Avec les infrastructures qu'ils ont fait, on est quand même un petit peu plus à l'abri. On sait que là-bas, c'est protégé, personne ne pourra traverser. On voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais c'est vrai qu'on se dit que tout est possible et malheureusement, l'être humain a beaucoup d'imagination. Donc voilà, si hier c'était un camion, demain c'est autre chose. À Londres, près du Parlement, le véhicule avait pu rouler à toute allure sur les trottoirs. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Les piétons sont désormais séparés de la route par une imposante barrière. Je me sens en sécurité grâce à ces barrières et puis il y a les policiers aussi. Dès cette nuit, suite aux attentats, les autorités espagnoles ont fait sécuriser les principales rues de Madrid. La Puerta del Sol, place mythique de la capitale, est désormais elle aussi protégée par des blocs de béton. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les 2 attentats qui ont eu lieu en Catalogne, qui ont fait, je vous le rappelle, 14 morts et plus d'une centaine de blessés.